La dernière partie va porter sur les remises en cause et bien sûr la chute entre 1846 et 1848. Et nous allons tout d'abord voir une crise économique et morale. Les années 1842-1846 sont des années d'euphorie économique, alors qu'en 1847 éclate une crise agricole classique due à de mauvaises récoltes et une crise industrielle et financière cyclique. La spéculation sur les chemins de fer a immobilisé d'énormes capitaux alors que la bourse s'effondre en 1847. Les faillites se multiplient et le chômage touche près de 40% des ouvriers de la métallurgie. Des troubles éclatent un peu partout en France. Le ministère prend quelques mesures techniques, mais aucune réforme de structure. La loi de janvier 1847 sur l'importation du blé russe et l'augmentation du taux d'escompte permet d'enrayer la crise financière. Malgré le rétablissement de la situation économique, le gouvernement a perdu sa crédibilité morale. Des affaires politico-financières et des scandales éclaboussent le ministère. En mai 1847, on apprend que l'ancien ministre Teste a été corrompu en 1842 par le général Cubière, ancien ministre, afin d'obtenir la concession d'une mine de sel. En juillet, c'est un autre pair de France, le duc de Choiseul-Praslin, qui assassine sa femme avant de se donner la mort. La fin du régime s'incarne par la révolution de 1848. Les élections de 1846, provoquées par la dissolution de la Chambre, ont donné l'illusion d'un triomphe du régime et qu'il était sans faille. 291 députés ministériels contre 168. Alexis de Tocqueville prend la tête des conservateurs progressistes et annonce dans plusieurs discours les troubles qui se profilent. La question de la réforme électorale fait son retour à la Chambre, mais Guizot s'entête à la refuser. Les chefs de la gauche dynastique, les radicaux et quelques socialistes décident de lancer un grand mouvement de pétition à travers le pays. C'est la campagne des banquets pour contourner l'interdiction du droit de réunion. Mais ils sont divisés entre élargissement du suffrage censitaire et ouverture au suffrage universel. En 1847, près de 70 banquets sont organisés à travers toute la France, dont celui de Château-Rouge à Paris, le 9 juillet, qui réunit 1200 convives. Mais Louis-Philippe reste sourd et condamne ses opposants lors du discours du trône. Un nouveau banquet est prévu à Paris en janvier 1848, dans le 12e arrondissement, mais il est interdit par Guizot le 14 janvier. Malgré l'interdiction, l'opposition décide de repousser le banquet au 22 février. 3000 étudiants du quartier latin sont en ébullition depuis la suspension du cours de Michelet au Collège de France le 2 janvier et organisent une manifestation autour de la Chambre des députés le 3 février. À l'appel du National, ils manifestent sur la place du Panthéon au matin du 22 février. La gauche dynastique prend peur. Une agitation commence à naître dans la nuit du 22 au 23 février. Guizot mobilise la garde nationale qui se retourne contre lui. Louis-Philippe renvoie Guizot et rappelle Molé. Des barricades s'élèvent dans le quartier latin et l'hôtel de ville est cerné par les émeutiers. Le 23 février, des partisans manifestent devant le ministère des Affaires étrangères que Guizot s'apprête à quitter suite à ses démissions. La garde tire sur la foule et tue une cinquantaine de personnes. Les événements échappent alors à tout contrôle. Le 24, Louis-Philippe tente une dernière manœuvre qui est un échec. Il abdique en faveur de son petit-fils et part pour Saint-Cloud, puis pour l'Angleterre. Les émeutiers s'emparent des Tuileries et le trône est brûlé, place de la Bastille. Des députés républicains établissent un gouvernement provisoire autour de Lamartine, Arago ou Le Dru-Rollin. Les émeutiers entrent dans la Chambre, qui acclame alors ce gouvernement. L'hôtel de ville est pris au cri de « Vive la République ». En conclusion, les rêves révolutionnaires de 1830 n'aboutissent qu'une génération plus tard, en 1848. Le projet orléaniste de Louis-Philippe, qui s'incarne dans le système Guizot, a permis la modernisation de la société française. La monarchie de Juillet voit l'apogée de la France des notables, un modèle politique et social nourri par le libéralisme et le conservatisme. Mais la menace républicaine permanente fait pencher Louis-Philippe du côté de la résistance au détriment du mouvement, au risque de bloquer la libéralisation espérée par les Trois Glorieuses. L'avènement de la République en 1848 marque la revanche des Trois Glorieuses, la victoire de la France démocratique sur la France des notables. De fait, les orléanistes n'ont pas réussi à répondre aux attentes du pays réel. Mais pour la première fois, l'attente du pays réel s'est exprimée politiquement et fortement pour réclamer une extension des droits politiques. Il y a donc une politisation en France du fait de l'enracinement d'un certain nombre de pratiques depuis 1815. Les deux monarchies constitutionnelles n'ont pas été une parenthèse, une transition entre révolution et république.
C'est une période de réflexion politique, d'élaboration, de confrontation entre les hommes et les idées. Les insurrections et les révolutions ne sont pas des heurts violents parce que rien ne bouge. C'est au contraire la manifestation que les Français s'accoutument à l'idée des droits politiques et à leurs revendications, et le pouvoir en place qui ne prend pas assez en compte ces demandes. La conception du monde politique et des rapports sociaux voit se structurer des familles politiques différentes. Ce sont des confrontations d'idées qui expliquent la violence sociale et politique. Les revendications se radicalisent avec la question sociale et le décalage grandissant entre l'affirmation d'une conscience politique populaire et l'impossibilité pour le peuple de s'exprimer démocratiquement, même si le nombre de Français qui accèdent à cette conscience politique est encore faible. Mais il s'accroît, ce qui explique la révolution de 1848 et l'établissement de la République.